Troisième Guerre mondiale a bien eu lieu. Il y a 20 ans de cela. Et personne ne sait si nous aurons de quoi faire la quatrième un jour. D'ailleurs, peut-on réellement parler de guerre mondiale quand l'humanité s'est éteinte en une poignée de minutes? Qui a commencé? Nul ne le sait. Pour quelle raison est-ce vraiment important aujourd'hui? Que reste-t-il de tout cela? Eh bien, pas grand-chose, à vrai dire. Une terre dévastée, un hiver éternel, une cité détruite, Moscou. Et tout au plus 40 000 survivants, terrés comme des rats, au fond du plus vieil abri anti-atomique qu'il soit, le métro moscovite. J'avais découvert le projet à l'époque, alors je dis à l'époque parce que c'était au moment de son financement participatif, il y a environ 4-5 ans de cela, donc on est effectivement sur un jeu de rôle qui a pris pas mal de retard. Aujourd'hui, tout ça est disponible en boutique, hein, vous pouvez vous le procurer. Moi, je l'ai découvert à l'époque par l'intermédiaire donc d'un actual play. Voilà, j'étais tombé sur un actual play et ça m'avait pas emporté, ça m'avait pas convaincu, pour être tout à fait honnête. Les goûts et les couleurs, hein, encore une fois. Bref, ça m'avait même détourné du projet, hein. Je m'étais dit, bon, si c'est ça, c'est pas pour moi, ça va pas m'intéresser des masses. Et bref, le temps passe, et puis il y a quelques temps, j'évoque ce sujet avec Olivier Larue, pour ce qu'il se trouve qu'il est auteur sur Métro 2033, et même auteur principal, me semble-t-il. En tout cas, je reconnais bien là son propos et sa manière de s'exprimer et d'écrire, je trouve. Bref, ça a piqué ma curiosité, j'ai parcouru quelques pages, et puis je me suis dit, bah non, bah je vais l'acheter finalement ce bouquin, et puis je vais un peu tout prendre, parce que j'ai un peu de pognon, donc je me suis dit pourquoi pas le craquer là-dedans. L'action se situe 20 ans après l'Holocauste nucléaire, et vos joueurs vont incarner ces personnages terrés dans ce réseau souterrain, dans ce métro moscovite, comme des rats, vivant au sein de stations, se regroupant en communauté pour assurer leur survie, et essayant de lutter dans un monde en proie à la violence, aux monstruosités, aux étrangetés diverses et variées, aux radiations, bref, tout un tas d'obstacles que devront surmonter vos joueurs pour assurer leur survie. L'univers est propulsé par le système Year Zero Engine, système bien connu, hein, bien décliné dans de nombreux jeux de rôle chez Free Alligan, Alien, Forbidden Lands et autres. Donc, on a tout simplement 4 attributs, 12 compétences, on jette autant de dés que l'on a de points dans ces différents éléments, et à partir du moment où j'obtiens un 6, eh bien c'est une réussite. Les 6 supplémentaires vont être tout simplement des réussites majeures en quelque sorte, et si j'ai raté mon action, j'ai toujours la possibilité, c'est le petit sel de ce système, de pousser mon jet de dés, c'est-à-dire de relancer les dés qui n'ont pas obtenu de 6, mais par contre, je vais devoir garder les dés qui ont fait un résultat de 1, et à ce moment-là, tous les résultats de 1 vont venir me créer des désagréments. Voilà, c'est simple, c'est efficace, il y a une dimension ludique dans ce système, moi j'apprécie particulièrement. Pour la mise en page, on est sur un bon équilibre entre une esthétique post-apo maîtrisée, de bon goût, un bon habillage, et par ailleurs une bonne lisibilité de notre texte, hein. On est sur un format 2 colonnes classique, simple mais efficace, avec une bonne typographie, et on va ponctuer tout simplement nos pages avec des blocs rouges qui vont venir casser un peu la lourdeur de pages qui seraient monoblocs de texte et pas agréables à lire. Donc on va assez, je dirais, justement placer des illustrations et ces encarts, donc texte sur fond rouge, qui vont nous apporter des éléments de lore, des anecdotes, des conseils de jeu. Donc tout ça reste aéré, reste agréable à lire, et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est que c'est bien écrit, particulièrement bien écrit, notamment pour tous les passages qui sont de l'ordre je dirais, littéraire, qui sont là pour nous livrer l'univers, pour nous donner l'âme de ce métro 2033. Petite parenthèse pour citer tout de même les ouvriers à la main-d'œuvre, hein, sur ce projet. On a donc les plans de station San Filippo, carte du métro moscovite Sergei Vaznev, des textes qui ont été apportés par Justine Niogré. On a aussi donc en auteur principal Olivier Larue, scénario et créature Olivier Larue et Sébastien Mintoff, adaptation du système Year Zero Fabien Marteau, et aux illustrations intérieures
pléthore d'artistes, tous russes, je pense, en tout cas, à mon avis, la quasi-totalité peut-être. Ruslan Arbuzov, Andrei Bakoulin, Anastasia Balakshina, Vadim Kashin et bien d'autres encore. Et là, je me dois de saluer quelque chose, c'est que même si j'ai pléthore d'illustrateurs, eh bien, mention spéciale à la direction artistique parce que tout ça marche très bien ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fausses notes, tout est cohérent, tout est homogène, et ce, malgré le fait que on a fait intervenir beaucoup d'artistes différents. Autre chose encore concernant les illustrations, qui est fort agréable, c'est que déjà, le bouquin n'est pas avare en illustrations, on en a beaucoup, on en a quasiment sur toutes les pages, et elles sont particulièrement bien incrustées. Exit le bête découpage carré, rectangle, et je te place ça dans ma page. Non, on a ici des efforts de détourage qui sont très bienvenus, et on sent que tout ça est fait avec réflexion esthétique, et ça va bien s'incruster dans le texte, dans ma mise en page, dans ma maquette. Donc franchement, chapeau pour les illustrations et la mise en page notamment. L'ouvrage commence par développer son univers et notamment les 4 factions principales du métro moscovite, les 4 stations principales, pourrait-on dire. Alors il y en a d'autres qui vont être développées aussi, mais plus succinctement. Mais ces 4 stations-là, les plus emblématiques quelque part, vont vous être présentées avec force détail, peut-être un peu trop à mon sens, je vous dirai ce pourquoi, enfin en tout cas ce que j'en pense, mais voilà, vous allez avoir pour ces stations décrit leur particularité, leur rôle, leur architecture, leur histoire, leurs règles, leur fonctionnement, les personnages principaux aussi de ces stations avec leurs portraits, leurs caractéristiques et tout cela, effectivement, va vous donner beaucoup d'informations. Alors l'avantage, c'est que ça va vous donner du biscuit pour donner vie à tout cela. Vous allez comprendre aussi les interactions entre ces stations-là. Je dirais l'inconvénient de cela, c'est que ça peut parfois aussi être un peu paralysant parce que vous avez beaucoup d'informations. Autre difficulté aussi, c'est que quand vient le point d'aborder l'architecture de ces stations, et notamment comment elles communiquent, comment elles fonctionnent, comment elles sont organisées, attention, pas simple de se repérer dans l'espace, c'est-à-dire qu'effectivement on a un texte qui nous dit, voilà, côté droite, côté gauche, ensuite sur telle partie de la station, et quand j'emprunte tel couloir, et que je pars sur tel quai, je découvre une passerelle supérieure, enfin voilà. On peut avoir du mal des fois un peu à se repérer, je dirais, dans la manière dont sont organisées ces stations. On a quelques dessins qui parfois peuvent nous aider, même si je trouve que s'ils sont très bien faits, ils sont parfois un petit peu lointains et sont compliqués à interpréter, notamment quand on doit, je dirais, interpréter les communications entre les différents niveaux. Il est parfois pas aisé sur les plans de comprendre comment j'accède à l'étage supérieur d'un niveau qui m'est dessiné et comment j'accède à l'étage inférieur, comment tout ça s'articule. Bon, après, je dirais honnêtement, c'est pas très grave, on s'en fiche un petit peu. L'essentiel, c'est de donner vie à tout cela et que ces stations aient l'air crédibles, d'autant que vous avez aussi un plan de station qui vous est donné pour imaginer tout cela, et je pense que le net n'est pas avare d'informations sur ce sujet. On pourra facilement retrouver des plans, je pense, de stations pour s'imaginer comment tout cela peut facilement être organisé, comment tout cela peut fonctionner. Pour vous donner la saveur un peu des factions que vous allez retrouver, je vais vous les présenter succinctement. Vous avez tout d'abord Police, gardienne des vestiges de notre histoire, une station d'archivistes qui va regrouper des savants, des intellectuels qui sont encore accrochés à l'idéal d'une civilisation, de notre civilisation, de celle d'avant l'apocalypse en quelque sorte. La Hanse, une alliance de marchands qui va incarner le fer de lance d'un nouveau libéralisme avec une armée très organisée, très structurée, très puissante pour assurer la sécurité de cet univers marchand et le développer. La ligne rouge, repliée sur elle-même, elle embrasse une idéologie communiste, évidemment, et le 4e Reich, je pense que vous avez compris par vous-même, qui est une faction qui appelle de ses voeux le retour à une Russie pure. Voilà donc les principales stations, et après vous allez avoir d'autres stations qui vont être développées, et en tout cas sur ces stations-là, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir bien sûr ce qui les oppose, les tensions qui peuvent exister les unes avec les autres. Vos joueurs, eux, sont appelés à, je dirais, prendre part sur une station plus modeste. Et là, libre à vous de développer la station que vous souhaitez, même si l'ouvrage va vous présenter, vous proposer, je dirais, une station avec ces personnages dans laquelle vous allez pouvoir faire démarrer vos joueurs. Et c'est d'ailleurs cette station qui va servir de point de départ à des aventures qui sont développées dans l'ouvrage et qui sont aussi développées d'ailleurs
dans l'extension éclat de lumière. Voilà, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Autre passage très intéressant dans notre bouquin de jeu de rôle, c'est tout simplement quelle est la réalité de la vie au quotidien d'un survivant de l'apocalypse dans ce réseau de tunnels, dans ce métro avec ses différentes factions et toutes les tensions que l'on peut imaginer. Le bouquin l'aborde et l'aborde intelligemment, je trouve. On a vraiment beaucoup d'éléments qui nous sont donnés. Et là, pour le coup, le fait qu'on ait beaucoup d'informations ne me dérange pas parce que ce sont tout simplement des informations qui sont nécessaires, mais qui donnent du cachet, qui donnent des enjeux, qui donnent les préoccupations qui vont être celles des personnages. Et c'est sur ces bases-là, les meneurs vont pouvoir développer après leurs propres histoires. Et là, c'est intéressant. Donc, vont être abordées la question de la nourriture, qu'est-ce qu'on mange, l'armement, comment tout cela fonctionne, quelles sont les préoccupations essentielles, comment on se défend contre le pillage, la promiscuité, contre la vermine, la lumière, la question de la lumière évidemment, de l'énergie aussi, comment tout cela va pouvoir tout simplement fonctionner, comment on occupe les locaux, c'est-à-dire comment ces stations de métro ont été transformées au fil du temps, ont été organisées pour assurer la survie et le développement de ces communautés. On a en plus des illustrations qui viennent nous donner véritablement la saveur de cette ambiance-là. Je trouve ça vraiment super. Et voilà, beaucoup d'informations. Hein. On va même avoir le traitement de la drogue, la bebête, comme ils l'appellent dans l'univers. Donc, comment ça fonctionne, voilà. Comment on décompte le temps, finalement, quand on n'a plus de repères. Culturellement, qu'est-ce qui reste de tout ça, comment on se divertit aussi, comment on commerce, quelle est la monnaie, qu'est-ce qui a remplacé l'argent. On se rendra compte que c'est tout simplement la cartouche, d'accord. On va échanger des munitions quelque part, on va troquer. Voilà, donc tout cela est vraiment bien abordé. Et tout en ayant aussi toujours, je dirais, l'intelligence de nous faire comprendre que toutes ces choses que l'on va poser, que l'on va figer, vont être mis en mouvement, menacées aussi par tout simplement l'avidité et la violence que peuvent avoir les gens qui sont dans le désespoir. Voilà. Et tout cela, je dirais, nous est bien présenté pour qu'on puisse finement le mettre en action en ayant vraiment les bonnes questions et les justes enjeux. Voilà, comment on se déplace aussi. Voilà, va aborder ces moyens de transport, la marche à pied, la draisine, qu'elle soit mécanique ou qu'elle soit, je dirais, propulsée avec une énergie quelconque. Donc tout cela va être bien abordé dans ce passage-là, et vraiment ça va donner du biscuit aux meneurs de jeu pour rendre cet univers cohérent. Quelques lieux insolites nous sont présentés et développés avec même des idées d'aventure pour souligner l'étrangeté de ce métro et la variété des choses qu'on va pouvoir finalement y faire, y vivre. Je vous donne quelques exemples. On a une station dans laquelle on peut prendre des bains réconfortants, mais dont il est périlleux a priori d'explorer les alentours, puisque ceux qui s'y sont risqués a priori se sont perdus, influencés par une force étrange, vous voyez. On a une station qui abrite une plante grimpante, gigantesque et dangereuse, avec là encore une petite idée d'aventure qui va nous être développée, une station qui ouvre sur la surface, une autre qui est complètement inondée et qui renfermerait tout simplement dans les profondeurs une cave à vin avec, vous imaginez bien, quelques bonnes bouteilles qui doivent valoir prix d'or sur le marché. Voilà, toutes ces stations-là, voilà, quelques stations insolites en tout cas, qui sont développées avec leurs idées d'aventure, alors parfois simplistes, parfois même peut-être un peu trop simplistes, mais bon, en tout cas, ça a le mérite d'exister, vont pouvoir tout simplement être explorées par vos personnages et apporter de la variété dans cet univers-là, qu'on pourrait penser un peu, je dirais, monochrome quelque part, et qu'on pourrait craindre un petit peu monotache, c'est-à-dire, voilà, je suis dans un tunnel, finalement, il y a des factions, est-ce qu'on va pouvoir vivre finalement de grandes choses? Eh bien oui, il y a pas mal de choses à vivre, à explorer, et notamment dans les enjeux aussi, outre l'étrangeté des lieux, il y a aussi les enjeux, c'est-à-dire humains, c'est-à-dire les factions dont on a parlé tout à l'heure. Vous imaginez bien qu'entre toutes ces factions, les jeux d'équilibre de pouvoir dans lesquels, je dirais, on va se situer, qui peuvent être aussi très intéressants d'explorer. Finalement, ça va dépendre un petit peu de ce que vous, meneurs, vous voulez explorer et de ce que vos joueurs aussi veulent explorer. On peut aller plutôt vers une partie action, et là, on se rapproche peut-être un petit peu plus du métro côté jeu vidéo qu'on a pu explorer, ou alors peut-être aller plus dans une ambiance politique, une ambiance un peu plus jeu de pouvoir. On peut aller aussi dans une ambiance un peu exploration avec de l'étrangeté, une ambiance un peu plus monstrueuse, parce que inutile de vous dire que
les retombées apocalyptiques ont donné naissance à quelques créatures bien farouches, bien bizarres et bien craignos. Voilà, donc tout ça va être, je dirais, un bon vivier finalement, et l'ouvrage a l'intelligence de nous ouvrir un peu toutes ces portes pour nous faire toucher du doigt un petit peu finalement une variété qu'on pourrait peut-être ne pas soupçonner au départ, une variété de choses à faire, de choses à vivre. De manière terre à terre, l'ouvrage va aussi nous présenter les menaces auxquelles vont être confrontés vos joueurs dans ce métro. Alors il y a en premier lieu, l'homme étant un loup pour l'homme, je dirais son prochain, qui peut constituer une véritable menace, on s'en doutait, mais au-delà de ça, micro-séismes, éboulements de terrain, inondations, vermines, poches de gaz, radiation, j'en passe, et des meilleurs, les ténèbres, le noir total, et aussi, et ça c'est important, l'étrangeté, le fantomatique, l'incompréhensible, l'insondable, et c'est important de développer ça, c'est rendre justice au métro, le rendre intéressant, et puis rendre justice aussi à l'œuvre littéraire du départ, qui va explorer cette chose-là, et je pense qu'il est intéressant pour le meneur d'aller la chercher pour garder cette part d'étrangeté dans le métro. Les auteurs d'ailleurs le soulignent très bien, et ça rend d'ailleurs tout ce qui est incompréhensible va rester captivant. Donc c'est hyper intéressant que de saupoudrer ces éléments-là dans le début de vos scénarios, en début de campagne, si vous avez la chance de jouer en campagne sur cet univers-là, pour petit à petit créer cette atmosphère, cette étrangeté, cette imprévisibilité. C'est-à-dire qu'il est important que les joueurs ne comprennent pas tout à fait le métro, finalement. Et c'est en ne le comprenant pas tout à fait qu'il restera toujours aussi captivant. Et c'est ça que, je pense, l'auteur, Olivier Larue, et les auteurs, de manière générale, sur cet ouvrage, ont voulu nous faire sentir, et je trouve que c'est assez bien transmis. On va aussi évoquer la surface, mais de manière, je dirais, très légère, puisque l'idée est surtout de se concentrer sur le métro. Il y a déjà tant à faire. Donc même si quelques éléments sont abordés sur la surface, sur ce qui s'y passe, c'est essentiellement présenté comme étant, je dirais, une strate au-delà de tout danger. C'est-à-dire que là, véritablement, ne s'y rendent que ce qu'on appelle des stalkers, et qui sont des personnages très particuliers, très emblématiques, sortes de héros des temps apocalyptiques, tant il est dangereux d'aller explorer la surface. Et ça, on essaye de bien le faire sentir à vos joueurs, pour que véritablement, je dirais, quelque part, le simple fait de se poser cette question-là, leur courbe l'échine, leur donne des sueurs froides, tant vous devez faire de cette surface-là un univers extrêmement dangereux que l'on n'a sûrement pas envie d'explorer, en tout cas si c'est pas nécessaire, vitalement nécessaire. Comme tout bon jeu de rôle qui se respecte, on a un bestiaire, là encore belle satisfaction sur le bestiaire, il est abondamment illustré, avec toujours ces efforts de détourage, de perspective, de mise en page qui sont très intéressants et bien utilisés pour mettre en valeur ce bestiaire-là, le rendre captivant et intéressant, que vous puissiez aussi, quelque part, montrer à vos joueurs ce à quoi ils sont confrontés, même si je serais assez partagé sur cette chose-là. Je pense qu'il est de bon ton de suggérer plutôt, un peu comme on peut le voir dans les films Alien notamment, la menace sans véritablement la montrer dans son entièreté pour garder cette part de mystère, mais en tout cas, ça va vous permettre de voir un petit peu quelles sont les créatures, de comprendre le physique, l'allure de ces créatures auxquelles vont être confrontés vos joueurs. Pour vous mettre en appétit quelques monstres que va développer le bestiaire, on va avoir le bibliothécaire, enfin les bibliothécaires, vous les rencontrez aussi dans le jeu vidéo notamment, c'est des monstres gardiens d'une bibliothèque, je trouve ça assez intéressant dans l'image, avec une allure assez simiesque, et qui sont garants presque du silence des lieux. Je trouve ça aussi, la métaphore est assez intéressante. Voilà, et pour chaque antagoniste, vous allez retrouver comme ça un bloc de caractéristiques, une description. Vous avez aussi des sangsues de la taille d'un chat qui agressent leur proie avec des spores hallucinogènes. Intéressant aussi à développer là. Des créatures aussi aux allures d'enfants, en pleurs, qui errent parfois. Alors ceux-ci, on les retrouve à la surface, notamment peut-être dans des parcs. Ils ont des rires discrets, mais assez malaisants. On a un couple errant aussi, dont a priori il est dangereux de refuser l'hospitalité. Donc vous voyez, on a à la fois du monstrueux, mais on a aussi de l'étrange. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce bestiaire-là, c'est cet équilibre entre monstruosité, étrangeté, fantomatique, qui rend le tout assez intéressant à explorer. Particularité, moi je trouve, c'est que ça aurait peut-être gagné à avoir un peu comme on le retrouve dans Alien, avec un système de dés, peut-être des attaques qui soient générées de manière un peu aléatoire,
pour caractériser un peu ces monstres. Alors on l'a tout de même dans le descriptif des monstres, dans les actions qu'ils sont capables de mener, on comprend effectivement, je dirais, les mécanismes qu'ils vont pouvoir invoquer chacun, hein, avec leurs forces véritablement et leurs particularités. Mais je pense que ça aurait été bien effectivement de pousser un peu cette logique comme l'a fait Alien avec, ben voilà, je lance un dé et puis un dé va déterminer peut-être un type d'attaque. Même si on ne suit pas le dé, ne serait-ce qu'une liste d'attaques un peu différente, très intéressant à développer. Bon, là c'est pas le cas, peut-être parce que c'est sorti d'ailleurs avant, parce que c'est sorti et que ça date un peu et que ces systèmes-là de monstres, je dirais avec des attaques séquencées, je dirais un peu sous forme de table aléatoire, ont été explorés peut-être plus tard avec le Year Zero Engine. Là on le retrouve pas. Bon, c'est pas un manque non plus, on a suffisamment d'éléments pour détailler aussi et pour, je dirais, donner de la saveur et du caractère à ces créatures. Pour en revenir aux règles du jeu, alors rapidement déjà concernant la création de personnages, on va effectivement, comme dans tout système Year Zero Engine, je dirais, bâtir sur la base de l'ossature d'un archétype son propre personnage. Donc on va retrouver par exemple l'archétype du diplomate, de l'éclaireur, du mécanicien. On va avoir les attributs phares qui vont nous être indiqués pour chacun de ces archétypes, et après, en fonction de l'âge, on va avoir plus ou moins de points à dépenser en attributs ou en compétences. Si je suis un personnage plutôt jeune, je vais avoir plus de points à investir dans les attributs et moins dans les compétences parce que moins d'expérience. Et inversement, si je suis plus âgé, vous l'aurez compris, je vais avoir moins de points dans les attributs à dépenser, mais plus dans les compétences parce que je suis peut-être un peu plus faible physiquement, un peu plus usé, mais j'ai un peu plus d'expérience, un peu plus de savoir. Donc voilà, système qui fonctionne très bien, avec un système d'encombrement, je trouve, très OSR. On a des pointes OSR là qui sont très intéressantes pour moi, en tout cas qui viennent de bien moderniser, oui, parce que l'OSR est moderne, moi je trouve. C'est-à-dire sur l'encombrement, par exemple, bah voilà, pas de poids, hein, une ligne, un point d'encombrement. Si un équipement est lourd, on l'écrit sur 2 lignes. S'il est particulièrement léger, on va écrire sur une moitié de ligne. Bon, tout ça fonctionne très bien. Et un système de dés d'usure, hein, d'accord? C'est-à-dire que les ressources, bah voilà, j'ai des 10 en ressources nourriture, je vous dis n'importe quoi. Je jette mon dé, et puis bah, si je fais, enfin pas des 10, des 6 plutôt, j'ai un certain nombre de D6, je vais jeter mes D6, et puis sur des résultats de 1, et bien tout simplement, je vais dégrader, perdre des dés de ressources. Voilà, c'est à la fois ludique, il y a un petit peu d'imprévu, donc c'est intéressant aussi parce que ça peut créer de l'urgence dans certaines situations. Tout ça me va très bien. Là où je suis un petit peu plus dubitatif, c'est sur la partie forçage, d'accord, du jet, qu'on retrouve dans les mécaniques Year Zero Engine, c'est-à-dire cette faculté que l'on va avoir à relancer son jet de dés pour réussir une action qu'on aurait normalement ratée, en tout cas sur son premier lancer, mais en prenant le risque, pour le coup, là, je dirais, de subir des afflictions. Eh bien là, on retrouve ce système-là, sauf qu'il va être développé avec une micro-gestion peut-être un peu trop poussée à mon sens. Je vais vous la livrer, je ne l'ai pas encore testé en jeu, mais sur le papier, elle me fait un peu peur. Pour vous détailler cela, donc, quand je force mon jet de dés, bah, je peux, si je fais un 1, d'accord, bah là, à ce moment-là, quand je force mon jet de dés, les 1 vont être comptabilisés, ce qui n'est pas le cas sur mon premier jet de dés. Hein. Je fais mon premier jet pour réussir mon action, même si j'ai des 1 à partir du moment où j'ai un 6, l'action est réussie, très bien. Par contre, j'ai pas de réussite, pas de 6 malheureusement. Je me dis, allez, je force mon jet de dés. Là, je m'expose à une affliction parce que les 1, qui eux ne peuvent pas être relancés, doivent être conservés, eh bien, vont peser en affliction. Et une affliction, c'est quoi? Ben, c'est un point de dégâts. On n'a pas de jauge de vie. Ce point de dégâts, on va venir l'enlever dans l'attribut qui a été tout simplement invoqué pour réaliser ce jet de dés. C'est très bien. On puise dans ses caractéristiques. C'est le charme du Year Zero Engine. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Mais on va rajouter à cela une jauge de SF, donc de sang-froid, maximum 5 points d'affliction, d'accord. Et si d'ailleurs on dépasse ce seuil-là, on va rentrer en rupture, vous allez voir ce que ça indique plus tard. Donc, je vais pouvoir aussi, si je fais un 1, donc décider de remplir cette jauge de sang-froid, je vais pouvoir aussi décider peut-être de réduire le bonus d'un équipement, ok, bienvenue. Les personnages aidants peuvent aussi choisir de l'affliction, de convertir cette affliction en dés de stress. Voilà, et là, je dirais, on rentre dans de la micro-gestion. Hein. On a parlé de sang-froid, on a parlé de dés de stress, on a parlé d'altérer l'équipement, on a parlé d'altérer un attribut.
Vous voyez, ça fait du choix. Alors, je comprends tout à fait ces choix, et je pense d'ailleurs que ça peut être bienvenu, parce que c'est vrai, notamment dans Weissen, je m'étais rendu compte que parfois on pouvait se retrouver avec un peu des non-sens où je vais forcer mon jet de dés, et puis d'un seul coup je me retrouve avec plein de 1, et sur un jet de dés où du coup j'ai forcé, je me retrouve complètement épuisé parce que j'ai voulu me dépasser sur une action. Ça peut paraître un petit peu fort de café que de se retrouver complètement épuisé pour avoir voulu forcer juste une action, parce que les 1 ont impacté mes caractéristiques, et paf, je me retrouve brisé. Ça permet de tempérer cette chose-là, c'est plutôt bienvenu, mais est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin peut-être dans la micro-gestion? Vous allez comprendre. À noter que, donc j'en reviens, donc si je cumule en dés de stress, je peux prendre jusqu'à 5 dés de stress maximum. On va prendre ces dés de stress de couleurs différentes, ça va venir s'ajouter à notre jet de compétences, d'accord? Là, pour le dé de stress, les dés de stress que je vais jeter, les 6 ne comptent pas, mais ils permettent d'éliminer les 1, d'accord? Et les 1, eux, produisent des afflictions, même si je ne force pas le jet, d'accord? Vous comprenez un peu les micro-gestions dans lesquelles on est en train de rentrer, pas de roter, et à noter que ces afflictions elles-mêmes peuvent rejoindre la jauge de sang-froid. Donc prendre du stress, on le comprend, c'est intéressant parce que ça va permettre de forcer son jet de dés, et même de le forcer une seconde fois, d'accord? Ça permet aussi d'ignorer des points de dégâts sur l'attribut et d'éviter que votre personnage soit brisé simplement en ayant voulu forcer un jet de dés, d'accord? Au-delà de ça, on va pouvoir aussi repousser les limites, c'est-à-dire que le personnage va pouvoir pousser son stress au-delà de 5, c'est-à-dire qu'au lieu de subir un 6e dé de stress, il va tirer tout simplement un trauma psychologique, par exemple. En fait, ces alternatives-là, je les comprends, elles sont sensées, elles fonctionnent, elles sont cohérentes. Le seul truc qui m'ennuie un peu, c'est tout simplement le fait que ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'au moment où le joueur va subir du stress, va se poser cette question-là de savoir pour lui comment il va l'affecter, comment il va l'attribuer. Est-ce qu'il va aller sur sa jauge? Est-ce qu'il va aller sur son équipement? Est-ce qu'il va aller sur son sang-froid? Est-ce qu'il va le transformer sur un dé? Est-ce qu'il va taper sur son attribut? Enfin voilà. Et ce choix-là risque de ralentir le jeu. Moi, c'est ça qui m'effraie un petit peu. Donc, à voir en jeu, très sincèrement. Mais voilà, à l'écriture en tout cas, déjà, c'est pas forcément facile à comprendre dans la manière dont c'est présenté, mais après, c'est aussi peut-être difficile à présenter, hein. Donc, je pense avoir compris comment ça fonctionnait. Mais cela dit, même si le fonctionnement, comme je vous dis, c'est fonctionnel, un système, il doit pas juste être fonctionnel, il doit aussi conserver sa fluidité. Et encore une fois, même si ça raconte quelque chose, et je le comprends tout à fait, ce que ça raconte, et je pense que ça raconte des choses qui sont en cohérence avec l'univers, est-ce que le sacrifice n'est pas trop grand par rapport à la fluidité, au consentement qu'on va devoir faire sur le rythme? Voilà, à voir. Après, c'est vrai que si on pousse sur plusieurs parties en campagne, je pense que les joueurs vont prendre des automatismes et attribuer ça de manière instinctive et rapide, mais ça risque d'être peut-être un peu fastidieux et un peu casse-rythme, je dirais, dans les premières parties. À voir. Concernant le combat, je combats moi-même contre la chaleur, vous voyez, pour aller au bout de cette vidéo, mais je vais y arriver, rassurez-vous. On est là dans les sabots du Year Zero Engine, hein, donc je vais quand même rappeler les éléments principaux, et puis des choses que je trouve intéressantes à souligner. Initiative avec un système de cartes, je vais piocher un certain nombre de cartes. On apprécie, on n'apprécie pas, ça a au moins le mérite d'être ludique, hein. Je vais piocher les cartes, ça va déterminer mon rang d'initiative. Avec des talents d'ailleurs, je vais pouvoir piocher peut-être plusieurs cartes et avoir donc de meilleures chances d'avoir une bonne initiative. Et ensuite, si je suis en combat corps à corps, il y a cette possibilité de rendre aussi ce combat assez dynamique avec le système de blocage, c'est-à-dire que l'adversaire va pouvoir sacrifier une action pour bloquer finalement mon attaque au corps à corps, et tout simplement, s'il réussit à bloquer, il va pouvoir peut-être au coup d'une action rapide annuler une réussite chez moi, donc ça fera, chez moi, chez l'attaquant, il va pouvoir tout simplement contre-attaquer et infliger le nombre de dégâts de son arme, il va pouvoir désarmer son adversaire, donc échanger l'initiative, tout ça est assez intéressant. Et pour le combat à distance, effectivement, on va pouvoir aussi un peu utiliser de la tactique, hein, c'est-à-dire prendre son temps pour avoir plus de dés, et si encore une fois je réussis à toucher mon adversaire et avoir des succès supplémentaires, je vais certes pouvoir les transformer en points de dégâts, mais aussi peut-être choisir d'infliger des points de dégâts à l'esprit, c'est-à-dire je vais quelque part un peu dominer mon adversaire, le faire paniquer, je
vais pouvoir échanger l'initiative avec lui, je vais pouvoir l'obliger à lâcher son arme, le clouer au sol, le repousser, et ça je trouve ça très intéressant, que de pouvoir repousser un adversaire dans un combat au corps à corps ou à distance, puisque ça va amener à faire déplacer le combat dans l'espace, et c'est chose très intéressante parce que les combats statiques sont un peu ennuyeux. Ce qui est intéressant dans un environnement, c'est quand le combat se déplace et que du coup l'environnement changeant, eh bien les tactiques, les alternatives et les dangers changent. Hein. Je suis au bord d'un précipice, j'ai un mur derrière moi, j'ai des flammes sur l'arrière, un geyser de vapeur d'un vieux tuyau, vapeur bouillante, et puis mon adversaire me repousse dedans. Tout ça est très intéressant et avec le Year Zero Engine, vous allez pouvoir aussi apporter ces éléments-là dans votre combat. Donc ça, bienvenue. Donc un combat qui peut, si vous le jouez comme ça, et prendre une dimension tactique assez intéressante. Heureusement, on ne va pas aller jusqu'au comptage des balles. Après, si vous voulez compter les balles, libre à vous, mais à mon avis, particulièrement ennuyeux et fastidieux. Mais on pourra considérer qu'effectivement, selon l'échec critique réalisé, le chargeur est vide. Hein, voilà, c'est aussi ce qu'on aime dans le Year Zero Engine, c'est cet équilibre aussi avec l'imprévu, finalement, avec l'accident, qui est plutôt bien géré par la mécanique. Les dégâts, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de jauge de vie. Mais là, encore une fois, c'est intéressant parce que selon l'attribut engagé, c'est des types de dégâts différents que je prends. De l'hémorragie, d'accord, quand c'est la vigueur, quand c'est l'agilité, c'est le cardio, le souffle qui va être invoqué, quand c'est l'esprit, c'est la confusion qui va pouvoir survenir, et quand c'est l'empathie, peut-être le cynisme, vous voyez. Donc intéressant aussi dans ce que ça va raconter de ce que subit nos personnages quand ils se retrouvent notamment en état brisé, c'est-à-dire quand sa jauge est complètement vidée et que il se retrouve à zéro, et c'est là effectivement que l'on risque, je dirais, le plus en tant que personnage, et là des règles vont venir détailler les risques de mort, les risques de trauma avec des blessures critiques physiques qui peuvent intervenir, les traumas psychologiques qui peuvent intervenir. Voilà, tout cela, je dirais, est bien développé dans l'univers, tout ça fonctionne bien, ça a déjà été développé dans des Year Zero Engine, et là, on bénéficie de cette expérience-là, voilà, que l'on va retrouver dans notre manuel du Métro 2033. Et que serait notre Year Zero Engine sans un système de gestion d'un camp, d'une forteresse, d'un château, que sais-je? Eh bien là, ça va être un système de gestion de station que va développer notre Year Zero Engine, particulièrement intéressant parce que dans cet univers de Métro 2033, il y a cette idée aussi d'être membre d'une communauté et d'en assurer le développement, la défense, la protection. Et bien du coup, ce système est bien indiqué pour venir tout simplement raconter, souligner tout cela avec des mécaniques qui sont assez intéressantes. On va avoir un système de ressources échelonné de 1 à 10, et on va jeter là encore une fois des D6, on reste sur notre fameux D6, pour tout simplement gérer ses réserves. Et quand j'obtiendrai des 1, eh bien patatras, c'est ma réserve d'eau qui va diminuer, ma réserve de médicaments, ma réserve de population. Et bien si les réserves viennent à manquer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est le stress qui se développe, la population qui s'en va, et peut-être dans ma population, bien des personnes importantes qui s'en vont, c'est-à-dire des personnes essentielles pour le maintien de la station, du cultivateur qui va s'occuper des bêtes et des cultures, l'ingénieur qui va s'occuper de l'éclairage fondamental, énergie, carburant, le technicien, infrastructure, etc. Donc comment je fais pour que j'ai ces personnels qualifiés, que j'ai cette population et que j'évite de la perdre, que je la développe, que je la protège. Donc voilà, ça va être intéressant du coup parce que cette mécanique-là va créer du narratif, notamment quand on va jouer le Métro 2033 en mode bac à sable. Évidemment, le jeu s'y prête bien, d'autant qu'on est dans un univers huis clos, vous l'avez compris, avec ce métro et ses factions. Donc, on a les emplacements de chacune des factions, on a un plan détaillé, peut-être trop, là encore une fois, j'ai beaucoup d'informations, avec des icônes qui vont nous indiquer, sur le plan. Je crois d'ailleurs dans le bouquin de base, j'ai pas la légende, petit raté peut-être, là, je trouve. Pour le coup, même si je pense que sur Internet, on doit retrouver cette légende-là,
où on va retrouver effectivement les endroits qui sont bloqués, les endroits où j'ai des dépôts, un tunnel dangereux, un danger psychique, un train fantôme aussi, enfin voilà, et les emplacements des différentes stations plus ou moins emblématiques. Bon, évidemment, c'est le terrain parfait du bac à sable hein, pour le meneur, je dirais, qui aura le temps, l'énergie de se consacrer à bien explorer ces factions, leur fonctionnement, les enjeux politiques, les tensions qui peuvent exister entre elles. Ce système de gestion de communauté, ça peut être très intéressant, même si ça va demander de l'investissement, je dirais, évidemment convaincu. Voilà, donc gérez votre station, voilà, vous allez pouvoir le faire, alors vous allez pouvoir partir d'une station de base qui vous est présentée dans Métro 2033, très intéressante, avec des personnages que je trouve vraiment intéressants, mais vous allez aussi pouvoir créer votre propre station de bout en bout, hein, d'accord, et puis après vous lancer dans la partie. Autre point abordé par notre Métro 2033, c'est tout simplement comment mener des parties de Métro 2033. Alors c'est abordé dans nombre de jeux de rôle, hein, c'est conseils OMJ évidemment. Là pour le coup, je le souligne parce que c'est particulièrement juste. Là, chapeau bas, je trouve que les conseils sont vraiment pertinents, sont pragmatiques, sont vraiment efficaces et justes. Alors en première instance, on va vous dire qu'effectivement, prenez ce que vous avez envie de prendre, oubliez ce qui vous encombre dans le métro que vous avez envie de créer, c'est votre métro 2033. Bon, conseil assez classique qu'on retrouve dans nombre de jeux de rôle, je suis d'accord avec vous, mais encore faut-il le souligner. Voilà, on va vous expliquer qu'il est important de construire aussi des scénarios par rapport au passé des personnages pour tout simplement les impliquer dans l'histoire et que si vous pouvez d'ailleurs, depuis des scénarios qui sont développés, intégrer des éléments qui les rendent plus personnels, eh bien ça va tout simplement motiver et justifier tout simplement l'intégration des personnages dans l'histoire et le fait qu'ils vont être tenus en haleine et qu'ils vont vouloir s'investir. Donc ça, conseil particulièrement juste parce que tous ne le soulignent pas et pourtant c'est très important. Voilà. On vous explique effectivement la campagne linéaire, c'est pas forcément une mauvaise chose. Bon, moi je pense que c'est une mauvaise chose, mais bon, bref. Là, ils disent que non, mais pas grave, allez, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, ils soulignent aussi qu'on peut explorer la dimension bac à sable. Alors, je ne suis pas forcément pour le bac à sable, je dirais, complet. Je pense que le mix des deux est très intéressant. Mais surtout, voilà, ils insistent sur le fait que l'histoire ne doit pas être vaguement interactive. C'est-à-dire qu'elle doit être réellement interactive. Et ils vous expliquent pourquoi. Et donc, je trouve ça très intéressant. Ils explorent aussi le sujet de la préparation. Attention, trop de préparation, c'est pas nécessaire. C'est même, je dirais, plutôt, je dirais, contre-productif, d'accord ? La nécessité de l'improvisation, mais comment on peut faire pour être dans une improvisation maîtrisée, un petit peu jalonnée, et là vous l'êtes dans le métro, d'accord ? N'oubliez pas qu'on est dans un huis clos, donc ça aussi c'est intéressant pour pouvoir se lancer dans l'improvisation. Donc très bon ce passage-là sur les scénarios, sur la manière de les préparer, comment aussi j'écris mes scénarios, je trouve ça très juste, hein, le scénario prêt à jouer, il vous explique qu'il est important de le lire plusieurs fois, évidemment, mais de le résumer chronologiquement, d'accord ? Le scénario clé en main, ça n'existe pas, c'est une fumisterie, enfin... je pense. Ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez un scénario, évidemment que vous allez le retraduire à côté, vous allez faire un résumé chronologique des temps forts, vous allez titrer les scènes, les PNJ, les enjeux, pour vous permettre d'avoir votre propre lecture, hein, d'accord ? Et bien là, ils mettent les pieds dedans, c'est-à-dire qu'ils disent, bah oui, vous en passerez par là, et je trouve ça très bien de le dire, voilà, pensez à rajouter des noms dans vos scénarios, pensez à rajouter des encarts avec des tranches de vie, des choses que vous allez pouvoir raconter de l'univers que vous allez préparer en amont pour donner de la cohérence, de l'épaisseur à votre univers, des tranches de vie tout simplement, voilà, et l'affordance qu'ils mettent, ils insistent beaucoup sur le rythme. D'ailleurs, je crois qu'il y a un des paragraphes qui s'appelle du rythme. Et bien là, encore une fois, je plus sois à 120 000%, d'accord ? C'est un conseil qu'on trouve ailleurs, je suis d'accord, mais qui est parfois, je trouve, qui n'est pas rappelé dans tous les bouquins de jeux de rôle. Alors pour moi, c'est presque le plus important. Bah là, voilà, il pointe ça du doigt. Voilà, la qualité du roleplay bien appréhendée. Moi, voilà, dans ces conseils-là, j'ai beaucoup entendu de Olivier Larue. Hein. Voilà, je pense que c'est Olivier Larue qui était à la manœuvre sur ce truc-là. Alors peut-être c'est pas le cas, peut-être je me trompe.
Donc, auquel cas, ce sera corrigé dans les commentaires, je sais pas. Mais voilà. Donc, cette prise de contrôle du métro, elle nous est bien présentée sur comment on va pouvoir mener ces parties-là. Autre passage aussi justement sur le contrôle du métro avec cette nécessité d'explorer la claustrophobie, de mettre en valeur le côté espace restreint, la faim, la soif, la fatigue, l'hostilité, comment il est plus intéressant de suggérer aussi la menace finalement pour la rendre plus inquiétante, jouer de la pénombre, d'accord, dans ce métro-là. Bon, tout ça est abordé, et intelligemment abordé. Seul conseil pourri que j'ai trouvé, c'est faire venir un ami pour jouer la victime. Alors là, moi, très compliqué ce conseil-là. Je trouve, moi, si je fais venir un pote pour jouer la victime, c'est-à-dire en gros, vous faites venir un ami dans un de vos scénarios pour jouer la victime, montrer la réalité du danger, il va mourir assez rapidement dans votre histoire, et puis vous allez vous lever, le raccompagner à la porte, et continuer la partie avec les autres joueurs. Showtime, moi je pense pas qu'il en soit nécessaire d'en passer par là, et puis attention, je veux dire, à un moment donné, on est là pour faire acte de cohésion, quoi. On est content de se retrouver ensemble, donc j'ai beaucoup du mal avec ce conseil-là, que je trouve bof. Évoquons les plans que l'on retrouve dans notre métro 2033. Alors, dans le bouquin de base, vous allez avoir notamment un plan de la station, d'accord, que je vous mettrai en incruste, je pense que c'est plus simple, mais je crois pas que vous ayez la légende qui est là. Et cette légende-là, elle est particulièrement indispensable, je trouve. Donc, c'est un peu dommage d'avoir un plan de station sans la légende. Je pense que ça aurait pu être rajouté. Cela dit, le plan de la station, il est touffu, compliqué, il y a beaucoup de noms de stations, il y a beaucoup d'icônes. Après, cela dit, ça rend tout ça très riche, d'accord. Et puis, on n'est pas obligé d'y plonger tout le temps. Chose intéressante, c'est qu'il s'agit du plan du métro moscovite. Donc, vous allez pouvoir retrouver sur Internet le plan du métro moscovite, et vous y verrez d'ailleurs peut-être plus clair sur les lignes de métro, puisque là, elles sont des fois, peuvent un peu manquer de lisibilité, mais tout simplement parce qu'on a beaucoup d'informations sur notre plan du métro. Après, sur les plans de station, on a un plan en double page qui nous présente une station de métro type, que je trouve vraiment bien fait, et d'autres plans que malheureusement je trouve très petits, qui manquent un peu de lisibilité parce que réduit, et puis aussi manque de lisibilité sur les connexions, c'est-à-dire sur comment on accède d'un étage à l'autre sur certains plans. Voilà, je trouve que ça manque un peu de lisibilité. Bon, ça se corrige, il faudra aller peut-être chercher sur Internet, essayer peut-être d'interpréter, mais honnêtement, c'est pas facile, pas forcément facile toujours de comprendre comment tout ça s'articule. Concernant les scénarios, bravo parce que je trouve que c'est un bon travail, vraiment un très bon travail. On a, alors j'allais dire 4 scénarios, pas vraiment. Dans le bouquin de base, on va avoir un scénario qui est plutôt un tuto. D'ailleurs, je crois pas qu'il l'appelle scénario. Véritablement, un truc assez couloir qui se joue en 2 heures, où on va avoir des encarts de texte très bien écrits d'ailleurs, qui vont nous donner véritablement l'ambiance. Alors même si je dirais je ne le joue pas, il est intéressant de prendre ces encarts-là un peu comme on pourrait lire les romans, évidemment. Je vous invite à lire les romans parce que ça va vous donner considérablement de matière pour tout simplement nourrir votre imaginaire et mettre en action votre métro 2033. Là, si vous ne lisez pas les romans, franchement, rien qu'avec ces encarts-là qui sont développés, ces parties littéraires là qui sont développées sur ce scénario tuto et sur d'autres passages du bouquin, parce que d'autres scénarios vont inclure ça, vous avez dans ce tuto-là vraiment matière à faire jouer un truc un peu couloir où vont être convoquées différentes règles de jeu, différents enjeux. Ça vous permet de goûter l'univers Métro 2033 et c'est bien fait. Ce que je trouve intéressant, par contre, c'est vraiment pour le coup les scénarios 1, 2 et 3 qui sont contenus dans le livre de base et qui d'ailleurs ont le bon goût de se prolonger dans l'extension Éclat de lumière, que je n'ai pas encore lu pour l'instant, mais qui est l'extension. Et si la qualité d'écriture est la même que celle que j'ai dans ces 3 scénarios du bouquin de base, qui se suffisent à eux-mêmes déjà, franchement, eh bien bravo. Alors ces 3 scénarios sont particulièrement intéressants. Pourquoi ? Parce qu'on part d'une station au départ avec des joueurs qui effectivement sont en devenir, c'est-à-dire qu'au scénario 1, c'est vraiment le scénario 1 d'une campagne, On a nos joueurs qui sont un peu kidam dans la station en quelque sorte, et qui vont être amenés à faire des choses, et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que
plus on va avancer dans les scénarios, plus ceux-ci vont s'ouvrir, c'est-à-dire on va passer d'un scénario, effectivement, qui va être un peu peut-être dirigé au départ, mais de manière très naturelle en fait, donc on va pas sentir le dirigiste si le meneur mène bien son affaire, et scénario 2, ça va s'ouvrir, et scénario 3, on est quasiment dans le bac à sable. Pour autant, on a une histoire qui se suit, et autre élément intéressant, c'est que je vais semer des éléments dans mon premier scénario qui ne vont pas forcément faire sens dans le premier scénario, mais qui vont faire sens dans le deuxième. Et là, ça donne des liens, et ça donne particulièrement de l'épaisseur à votre univers, de la cohérence. C'est un peu ces fusils Tchekhov, là, dont j'avais parlé dans quelques-unes de mes vidéos, où je parle un peu de ce que c'est, de ce que je pense être des bons conseils pour masteriser, pour maîtriser une partie. Bien là, on va semer des éléments que l'on va tout simplement peut-être trouver anodins sur cette première partie, et qui vont revenir dans la deuxième partie et prendre tout leur sens. Là, encore une fois, bravo. Donc, véritablement, sur les scénarios, rien à dire. C'est du très bon travail. Et j'ose espérer que la suite est du même acabit, parce que pour le coup, si c'est du même acabit, c'est particulièrement intéressant de voir comment tout ça va se développer. Voilà, on arrive au bout de mes retours sur le Metro 2033. Il était temps parce que je suis en sueur. Mais avant qu'on ne se quitte, je tenais à vous parler quand même rapidement des decks de cartes. Alors, c'est pas indispensable, mais je les trouve intéressants. Alors, il y a un premier deck dans lequel vous allez retrouver des cartes qui vont tout simplement vous présenter les talents, vous présenter aussi les cartes monstres, et ça, je trouve ça un peu plus intéressant, déjà, parce que ça vous permet de les mettre devant vous quand vous menez une partie. Alors, à ce moment-là, à cacher, effectivement, aux joueurs, parce que sinon, ça gâche un peu la surprise, mais ça vous permet d'avoir vos monstres à portée de main, en quelque sorte, sans ouvrir votre bestiaire. Vous allez retrouver, là aussi, des cartes initiatives, voilà, c'est intéressant pour déterminer l'initiative, et puis des cartes avec des éléments d'équipement rajoutés à vos armes. Le pointeur laser, la lunette de visée, etc. Qui sont déjà des équipements qui sont développés, j'en ai pas parlé, mais dans le bouquin de base. Vous avez ce côté un peu customisable que je trouve très intéressant, là aussi illustré sous forme de carte, et je trouve ça intéressant pour les joueurs de dire tiens, je tombe sur une visée laser, je prends la carte, je l'ai avec moi, patati patata. Très sympa. Et le deuxième deck, que je trouve moi encore plus intéressant, parce qu'on va retrouver dans ce deuxième deck des cartes événements et des cartes découvertes. Et là, c'est particulièrement intéressant, notamment pour le Metro 2033 en mode bac à sable. Si vous partez dans le Metro 2033 mode bac à sable, je vous inviterai au moins à prendre le deck d'événements. Si tant est que vous n'êtes pas allergique à l'aléatoire, parce que voilà, vous allez pouvoir piocher des découvertes. Voilà, je me balade dans mon métro. Tiens, qu'est-ce que je découvre? Vous faites une découverte, lancez un dé. 1, 2, rien. 3, 4, une amélioration d'armes hors vestige. 5, un vestige. 6, un vestige 2. D'accord? Donc, on monte dans le niveau des vestiges. Tiens, une autre découverte au hasard. Vous trouvez de la nourriture. Particulièrement intéressant dans le métro. Événements. On a aussi des cartes événements. Donc, on a des cartes événements extérieurs et des cartes événements métro. Carte événement métro, arachnide. Un fouisseur surgit de sa cache, bien décidé à profiter d'un bon repas. Et vous avez le renvoi sur la page du bouquin de base pour retrouver les caractéristiques de l'arachnide. Voilà, donc très intéressant. Voilà, il n'y a pas que des créatures. On entend des couinements dangereusement proches. On a une nuée de rats, par exemple. Après, ça peut être une rencontre. Enfin, voilà. Donc, des cartes événements. Alors, j'ai pas exploré tous les événements. J'ai pas tout balayé, quoi. Mais j'ose espérer qu'il y a aussi des rencontres qui ne sont pas forcément rencontres monstres. Plutôt des expériences. Donc, on a du piège, qu'on a de la rencontre, voilà, qu'on a tiens, troc. Vous voyez, intéressant. On trouve un marchand sur la route. C'est bien. On n'a pas que des cartes de combat. Donc, super. Voilà, ce deck-là, découverte. Qui peut être véritablement, voilà, c'est pour ça que je tenais à en parler, un vrai plus dans la gestion de vos parties de métro en mode bac à sable. Voilà, j'espère que cette découverte cette présentation, cette découverte et cette critique de Metro 2033 vous aura intéressé. Et je vous souhaite tout simplement de belles parties de jeux de rôle.